j'apporte deux nuances. Hein. La première, c'est que il reste beaucoup à faire. Oui. Et il l'avait senti. Oui. Et deuxièmement, que le monde dans lequel il a opéré Oui. est sans dessus aujourd'hui. Oui. L'Europe est un rêve de paix. Oui. Elle organise la paix entre les nations européennes par l'intégration économique. Le monde de 2025 est un monde de guerre, c'est un monde de force, c'est un monde de rivalité, c'est un monde de conflit. Oui. Et donc, par rapport à cette Europe que Delors avait imaginée et construite, Oui. On est dans une autre période. Ouais. Heureusement, vous avez Delors avait, à certains moments, et on trouve ça dans cet ouvrage de ces textes, il avait envisagé, par exemple, la nécessité d'une forme de défense européenne. Une politique étrangère de sécurité. Mais, à l'époque, il y avait pensé. Mais dans un contexte où, au fond, le monde était pacifique. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Ouais. cette pression de rivalité géopolitique, cette guerre en Ukraine est un pays sur le continent européen, Oui. change énormément de choses. Et j'en ai parlé avec lui, y compris dans ces dernières années. Et au fond, il ne nous a quittés qu'un peu plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine. Pour lui, ça a été un choc absolument terrible. Parce que il sentait que le monde sur lequel il s'était appuyé changeait, et malheureusement, dans un mauvais sens. Et là, donc, les défis d'aujourd'hui, s'il y avait un Delors aujourd'hui... Oui, c'est pas fait que ce serait le nouveau. Voilà, ceci aussi est pas en lui rendant l'hommage collectif. Vous êtes européen, je suis chinois, mais je suis europhile puisque je l'ai connu très longtemps quand j'étais aussi à Bruxelles les années 90. Donc sa contribution pour l'Europe est vraiment extraordinaire. Et aussi, il a laissé ce qu'on appelle l'esprit de l'or. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'esprit de l'or? C'est quelqu'un qui sait très bien parler à tout le monde. Il trouve toujours consensus en débit des conflits ou divergences entre les États. C'est lui qui, disons, c'est le charisme qui s'impose. L'esprit de l'or, si je dois le définir, c'est d'abord de la simplicité. Simplicité, oui. Et ça, il le tenait de son passé d'autodidacte. C'est la recherche du compromis. Et donc, c'est la dépolarisation. D'accord, qui a beaucoup de résonance dans l'Europe d'aujourd'hui, qui est, comme d'ailleurs beaucoup d'autres démocraties, en voie de polarisation tout à fait excessive. Et puis, troisièmement, c'est effectivement la pédagogie. Et là aussi, on retrouve son côté autodidacte. Il avait appris à parler à ses camarades syndicalistes qui n'étaient pas des diplômés. Avec de langage simple. Il se fait comprendre. Et puis, au fond, une très grande fidélité à ses propres valeurs. Ah, d'accord. C'était un homme de foi, catholique pratiquant. Il n'a jamais, conformément à notre tradition républicaine en France, il n'a jamais porté sa croix sur ses épaules. Mais c'était un homme qui était profondément religieux. Et comme de Gaulle, il a un sens de morale. Et très, très appliqué à mettre en œuvre tous les jours les enseignements qu'il avait reçus, notamment des évangiles. Donc c'est une unité. Faite d'évolution, mais aussi de constance et d'enracinement très profond dans des choses qu'il croyait justes ou injustes. D'accord. C'est aussi un grand écouteur. Il écoute les gens. Ça, c'est inséparable de sa culture du compromis. Oui, d'accord, très bien. Ce qu'il appelait, il appelait ça mettre la société en mouvement. Ah, d'accord, très bien, Il faut la mettre en mouvement. C'est pas le chef
Oui, non. Le vide qui dit voilà où il faut aller. Il faut mobiliser les troupes. Il doit effectivement créer une situation dans laquelle la société elle-même Oui, et trouver le se concept. met en mouvement. Ça, c'est très, très fort. Mais tout à l'heure, vous avez mentionné le temps qu'on vit. C'est le meilleur moment que Jean-Paul a vécu, qui nous quitte avec ces grands hommes-là. Donc, nous vivons un moment compliqué de tension entre les grandes puissances et tout ça. Croyez-vous que l'esprit de l'or peut s'appliquer à la gouvernance mondiale? Quand même, il nous laisse un héritage spirituel tellement inspirant. Par exemple, le dialogue, la diplomatie. Disons, je crois, j'en rêve, mais la réalité, c'est que le niveau de tension Oui, géopolitique, de rivalité que nous avons dans le monde aujourd'hui, à commencer par la rivalité entre les États-Unis et la Chine, est quelque chose qui a pour effet d'augmenter le nationalisme. oui. Ça augmente le nationalisme. Les slogans sont mon pays d'abord. Ouais, make America great again. America first. Quand le président chinois s'adresse aux Chinois en leur disant que la Chine veut être la première puissance mondiale dans quelques décennies, c'est une manière aussi de flatter le sentiment national. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ça. Ouais. Et je prends l'exemple des États-Unis et de la Chine parce que c'est les deux grandes puissances, mais on voit ça aussi dans d'autres endroits. Et donc il faudra revenir à une forme de calme. Calme, dialogue. Et l'expérience, malheureusement, Oui, jusqu'à présent, de l'humanité, montre que des périodes de ce type n'apparaissent qu'après des pics de tension, qui, le plus souvent, se sont traduits par des guerres. oui. L'effort qui a été fait et qui n'a pas marché après la Première Guerre mondiale Ouais, avec la Société des Nations, l'effort qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale avec l'Organisation des Nations Unies, et qui, lui, a beaucoup marqué les années dans lesquelles j'ai été actif oui, professionnellement dans le service public français, européen, mondial. Ces moments-là sont des moments dont la réalité d'aujourd'hui montre qu'ils ont une fin. oui. Ils peuvent cesser, voire se retourner. Et la question, c'est de savoir si ce que nous vivons va ou non se retourner vers une forme qui prendra l'effet d'une guerre meurtrière, et on en a déjà un certain nombre sur cette planète, ou si, au contraire, l'expérience, la sagesse, la disponibilité de technologies qui permettent certes de détruire, mais aussi de construire plus vite, Oui, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de droits des individus. Je pense que cette question est ouverte et c'est une question qui, travaillait beaucoup Delors ouais. à la fin de sa vie. Espérons que la sagesse, l'esprit de l'or va nous quitter pour trouver une meilleure solution pour la C'est le vœu que je forme, comme vous d'ailleurs. Merci. Parlons de la relation Chine, puisque vous avez mentionné la Chine. Je sais que vous avez été avec lui pour visiter la Chine. Vous avez été reçu par Deng Xiaoping. Vous m'avez raconté cette belle anecdote. Dans la devise chinoise, c'est le confucianisme et harmonie dans la diversité. Votre devise, c'est unité dans la diversité. Et comment Jacques Delors, il voyait la Chine à l'époque je pense que sous son mandat, la relation Chine-européenne a beaucoup progressé. Faut lui Sans aucun doute, Et au fond, Delors était curieux de la Chine. Oui. Il sentait que la Chine allait se transformer, et le point sur lequel ils étaient d'accord, c'est que ce monde devait être multipolaire. Multipolaire. Voilà. Oui. Et donc, ce qui est effectivement certaines formes d'unité dans la diversité, d'harmonie dans la diversité. Delors se méfiait un peu
du protecteur américain. Oui. En cela, il était un peu français, d'ailleurs, Oui, oui. dans sa culture Un alcoolisme, hein, c'est. peu gaulliste, oui. Une certaine volonté d'indépendance, oui. Mais il était très curieux de ce qui se passait en Chine, et vous avez raison, c'est lui qui, à l'époque, a lancé un certain nombre de programmes de coopération, avec notamment le secrétaire général de la Commission dans les premières années des premiers mandats de l'or, qui était Émile Noël, Oui. et qui était un homme très connaisseur de la Chine. Oui. Il portait beaucoup d'intérêt, notamment sur le plan scientifique, à ce qui se passait en Chine à cette époque. Oui, d'accord. Oui. Je sais que moi j'étais à Bruxelles, je sais très bien à partir qu'il est dans la présidence, la relation se progresse très vite. C'est qu'on lui doit énormément. Donc, parlons encore de la relation chino-européenne. Vous savez, cette année 2025, c'est 50e anniversaire. De Gaulle qui a préconisé de l'Europe pas seulement économique, mais sociale, humaine, culturelle, notamment l'Europe appartenant à la jeunesse. Ce plan Erasmus, c'est un succès total. Bon, on est 2025. Et dans quelques jours, les deux présidents européens, c'est le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, vont aller à Pékin pour rencontrer leur homologue. Il y a un sommet européen. Est-ce que vous pensez que ce genre de plan Erasmus pourrait appliquer à une meilleure collaboration ou échange entre jeunesse chinoise ou européenne, parce que je pense que peut-être on peut établir ce lien, inviter les étudiants chinois en Europe pour mieux connaître l'Europe, ou vice-versa. Parce que maintenant, c'est le déficit de connaissances qui nous dérange. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis frappé, et comme vous savez, Vous voyagez assez souvent entre les deux côtés, ouais. Bon, en Chine. Je suis frappé de ce énorme fossé, Oui. de méconnaissance, qui est d'ailleurs plus profond chez les Européens dans la méconnaissance qu'ils ont de la Chine que des Chinois dans la méconnaissance qu'ils ont de l'Europe. Ah, vous le rêvez? Ah oui, les Chinois auxquels je parle ont par exemple certaines idées de l'histoire de l'Europe. Ouais, ça c'est sûr. Les Européens dans les classes d'aujourd'hui n'ont aucune idée de l'histoire de la Chine. Donc il y a là quelque chose à faire d'essentiel, qui est d'essayer de combler ce fossé de méconnaissance en le faisant un peu comme Delors l'a fait avec Erasmus. À l'intérieur de l'Union européenne, avec ce programme pour les étudiants, qui pouvaient circuler librement, qui pouvaient passer des diplômes dans un pays, puis un bout de diplôme ici, puis un bout de diplôme là, et tout ça, ça faisait un diplôme européen. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, et que, disons, c'est dans ce domaine de la connaissance, y compris en allant vers la science, et notamment l'extraordinaire vitesse de ce qui se passe à la frontière de la technologie, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des biotechnologies, des nanotechnologies. Je pense que c'est dans les domaines du savoir, de la connaissance mutuelle et commune d'un certain nombre de progrès qu'il y a des pistes à explorer et qui, à mon avis, devraient l'être davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ah oui. Très bien. Complètement d'accord. Je pense que c'est une nécessité puisqu'on est en face de le deuxième 50 ans pour notre bonne relation. Parlons de la relation Chine, l'Europe encore, puisque vous êtes le successeur, bien sûr de le dire, de l'esprit de Jacques Delors. Vous connaissez tellement bien, vous incarnez son esprit et ses expériences qui est tellement précieuse pour nous. Et vous-même, vous étiez commissaire européen pour du commerce extérieur, le premier directeur de l'OMC. Comment voyez-vous la Chine et l'Europe peut travailler dans les problèmes mondiaux tels que le climat, le commerce, Le commerce, c'est compliqué. pour construire, améliorer le meilleur système mondial? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire améliorer, mais certaines sont compliquées. Oui. Elles sont compliquées parce que la manière dont la Chine s'est organisée politiquement
est très différente de la manière dont l'Europe s'est organisée politiquement. Les États ont été très importants en Europe dans le passé. Oui. Ils le sont beaucoup moins maintenant. D'accord. Oui. L'État reste extrêmement puissant et même conducteur, leader de la Chine, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Nous avons un système beaucoup plus décentralisé. Oui. Le système chinois est beaucoup plus centralisé. La puissance de l'État dans l'économie crée des problèmes dans les relations commerciales. Oui. Parce que les Européens ont le sentiment qu'on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Oui. Et donc là, il y a forcément, inévitablement, des tensions et les affronter. Par contre, dans des domaines de climat, la culture, la science, la connaissance, à mon avis, des rapprochements sont non seulement possibles, mais nécessaires. Oui, donc on est face à une nouvelle période. Donc pour la deux, il faut le voir de cette manière. Il faut y travailler. Étant entendu que, disons, les Européens, qui comprennent que dans les temps qui courent, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis qui structure les relations internationales. Oui. Les Européens n'ont pas envie d'être pris entre deux feux. Bien sûr. Tout en étant aujourd'hui insuffisamment intégrés sur le plan de la politique étrangère et de sécurité pour jouer un rôle d'intermédiaire. Oui, donc c'est l'intérêt de l'Europe de s'engager, mais on n'est pas encore là. Les Américains voient l'Europe comme quelque chose qu'ils doivent utiliser contre la Chine, et les Chinois voient l'Europe comme quelque chose qu'ils doivent utiliser contre les Américains. Ah, vous le croyez? Oui, j'ai quelques bonnes raisons de le penser, et je pense que ce monde irait mieux si l'Europe est effectivement capable de tenir un certain équilibre entre les deux. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Il faudra que l'Europe fasse des progrès d'intégration pour être, au fond, respectée. La Chine craint les États-Unis, mais les respecte. Les États-Unis craignent la Chine, mais les respectent. Aujourd'hui, ni les Américains, ni les Chinois ne craignent l'Europe. Ah. Et donc, ceci influe sur la manière dont ils la prennent en compte et dont ils la respectent. C'est une réalité. Je crois qu'il faut reconnaître, et c'est aux Européens d'apporter la solution nécessaire. Et comme Jacques Delors, comme Jean Monnet, je pense que c'est vers davantage d'intégration européenne que se situe la solution. Oui, mais vous savez, pour les Chinois, en tout cas l'Europe, c'est deux puissances pacifistes, une puissance de stabilité, une puissance aussi commerciale. L'Europe et la Chine ont tout l'intérêt de travailler main dans la main pour garantir la paix au monde, pour la prospérité de l'humanité. Et donc c'est le moment, puisqu'on est j'en conviens, mais on n'est pas encore au moment où l'Europe pourra jouer ce rôle de températeur de cette rivalité. D'accord. Je souhaite que ça vienne vite. Donc, à ce moment crucial, voilà, c'est Jacques Delors qui nous manque. C'est ce que Delors aurait souhaité. D'accord, très bien. Peut-être un dernier mot, si vous avez envie de dire quelques mots à la jeunesse chinoise qui nous regarde pour ces 50 ans magnifiques. L'avenir leur appartient. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous devons connaître et respecter un certain nombre de grands leaders chinois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma propre vie pour bien comprendre. Et je souhaite que nos amis chinois, et notamment les jeunes, s'intéressent à l'Europe, non pas comme quelque chose de passé, mais comme quelque chose d'avenir. Commençons à s'intéresser au parcours de Jacques Delors. Absolument, c'est une trace vers l'avenir. OK, merci beaucoup, Monsieur Pascal. Je vous en prie. 我们刚刚访问了德罗尔先生最亲密的合作者拉米先生，我们看到了在让莫内以后的另一位欧盟之父雅克·德罗尔，是他开创的欧盟统一大市场、欧元、申根协定、伊拉斯谟计划和马斯特里克的条约，奠定了今天的欧盟。从与拉米的对话中，我们还看到德罗尔精神使几个世纪以来充满战争和暴力的欧盟国家之间最终建立了一个要素自由流动并拥有统一货币的超国家联合体欧盟。我们同时看到
德洛尔的欧洲联合不仅是在经济和货币方面，也在于社会文化，是一个属于青年一代的欧洲。希望雅克·德劳尔描绘的欧盟的蓝图，对您了解欧盟的过去、现在、将来有直接的帮助。我是徐波，希望你喜欢我的节目。